aller suivre, continuer les études à la métropole. La métropole, c'est en tout cas, quand on parle de la métropole, on fait allusion à Paris. Le tyran camerounais, fermez le micro, s'il vous plaît. Ok. Je vais, en quelques minutes, je vais vous donner un parcours propre. Donc, André, en 1956, André-Marie Bida sera élu Premier ministre au Cameroun. Et pour être Premier ministre, il sera soutenu, pour arriver à ce poste-là, il sera soutenu par l'UPC. L'UPC, qui déjà en 1955, donc un an plus tôt, était forcé à la clandestinité. Quand on dit qu'il était soutenu par l'UPC, cela signifie que l'UPC étant le parti du peuple, si les leaders de l'UPC disaient que soutenir telle personne, on devait aller le soutenir. C'est comme ça qu'André-Marie Bida va gagner les élections. Mais l'UPC avait espoir que André-Marie Bida, étant dans l'appareil, pouvait les aider à changer les choses. Mais il est resté tellement pro-français que l'UPC a compris qu'on ne pouvait pas compter sur lui. Alors, il y a eu le casting de Aïdjo, le gars des postes de télécommunications qui était parti, qui s'était retrouvé à Toulouse, comme tout le monde, non? Lui aussi, il était en France. Oui, Aïdjo aussi était en France, peut-être pour ceux qui ne savaient pas. Donc, il y a un homme qu'il a recruté, qu'il a retrouvé là-bas, un certain Georges Castros. Il a récupéré Paul Biya. Aïdjo ne s'y connaissait pas en politique, mais ce gars a décidé de faire d'Aïdjo un politicien. Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, ils avaient besoin de quelqu'un, puisque André-Marie Bida n'était plus un homme de confiance, étant donné que les Français avaient peur que le lien qu'il a eu avec l'UPC, plus tard, joue un rôle contre la politique que la France voulait mettre sur pied. Pourquoi? Quand je parle de politique, c'est quoi? C'est que le Cameroun, écoutez très bien, géostratégiquement parlant, est un territoire clé pour la domination française en Afrique centrale. Quand tu contrôles le port de Douala et le Cameroun tout entier, tu as le contrôle de l'Ubangui-Chari, dans l'actuelle Centrafrique, et du Tchad. Et le Gabon et le Congo-Brazzaville, appelés à l'époque Moyen Congo, ne sont que des petites villes contrôlables facilement. Donc, on va trouver le moyen d'amener Aïdjo en politique. On va bourrer les urnes en 58. On va le faire gagner. Donc, avec le soutien de Lieu pour Oujoula. Le même gars qui a coopté les Paul Biya. Ok. On saute ces épisodes-là. Il y a les indépendances. Aïdjo est le gouverneur à la peau noire qui va remplacer le gouverneur à la peau blanc. Et qu'est-ce qui va se passer après? Ce qui va se passer après, c'est que dans le gouvernement d'Aïdjo, les gens qui décidaient, c'était des Français. La preuve, un gars comme Abel Eyenga, qui va rentrer au Cameroun pour travailler à la primature, va se retrouver quelque part où le conseil du Premier ministre lui donne les ordres. Le conseil du Premier ministre est un blanc, mais c'est lui qui donne les ordres au Premier ministre. Donc lui va comprendre qu'ici, là, on est plongé dans la France-Afrique. Et comme c'est quelqu'un qui déjà au départ était vraiment, avait envie de rejoindre l'UPC, malgré qu'il était aussi coopté par lui pour Oujoula, il va commencer à... Bon, il va pas aimer ça, et c'est comme ça qu'il va se retrouver en exil. Il va passer au moins 30 années là-bas avant de revenir au Cameroun, pour venir mourir en 2014. Donc on saute cela. Donc, vous comprenez pourquoi je raconte cette histoire. Vous allez comprendre pourquoi. C'est pour vous faire comprendre l'arrivée de Paul Biya. Donc, étant donné que Aïdjo n'était ni catholique, ni franc-maçon,
les critères de sélection des gouverneurs à la peau noire, la France préparait parmi la liste des gens qui étaient cooptés par la France, que la France préparait, il y avait Paul Biya. Et je pense que c'était l'heureux élu. Donc en 1962, puisque Abbé Eyenga, lui, vient en 1961, donc avant Paul Biya, pourtant les deux ont le même âge, hein, sont nés la même année, en 1933, mais il était plus brillant que Paul Biya. Donc il vient à la primature. Mais un an plus tard, on envoie Paul Biya, précipité, parce qu'on ne lui a pas permis de finir ses études. On l'envoie précipité. Il s'en va travailler à la présidence comme chargé de mission. Donc, la France comprend que dès les premières années que le gars entre bien dans le système, il correspond très bien au moule. Et à partir de là, on va préparer son ascension jusqu'à 1982. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, vous pouvez voir que la façon dont Paul Biya a gravi les échelons, en passant par chargé de mission, aller au secrétariat du ministère de l'Éducation, quitter là-bas, se retrouver à la présidence, directeur du cabinet civil, secrétaire général de la présidence. Après ça, on va modifier la constitution pour faire sauter l'anglophone Salomon Tandemouna, et on va mettre qui selon la constitution devait être le dauphin. Ça veut dire que en cas de vacances de pouvoir, c'est lui qui devait assurer l'intérim. Mais puisque la France, dans sa politique d'assimilation des anglophones, va modifier cette constitution pour éviter qu'un anglophone arrive au pouvoir, on la modifie, on prépare Paul Biya. Après, dans la prochaine constitution, on dit que le dauphin maintenant du président, c'est le premier ministre, et c'est comme ça que Paul Biya sera le dauphin de Ahidjo. Pourtant, Paul Biya n'est qu'un simple fonctionnaire, on n'est qu'un vulgaire fonctionnaire, excusez-moi, qui a été nommé par Ahidjo. Or, Salomon Tandemouna était le président de l'Assemblée nationale qui a été voté par le peuple. Vous comprenez déjà qu'à partir de ce moment-là, on bafoue toutes les règles démocratiques. Bien. Donc, Ahidjo qui avait ses problèmes avec les socialistes, surtout François Mitterrand et autres, qui comprend que l'arrivée de François Mitterrand à la présidence en France est pour lui une mort politique, va se commencer à faire des voyages pour chercher à négocier. Mais les autres présidents africains, très france-africains, ne pourront pas l'aider. Entre-temps, il y a cette histoire de son médecin qui lui dit qu'il est malade, qu'il faut qu'il laisse, machin. C'est une petite supercherie. Mais très vite, Ahidjo va se rendre compte que non, le médecin raconte les bobards. Mais dans tous les cas, il n'avait pas le choix. Parce qu'il savait que Mitterrand arrivait au pouvoir, c'était sa mort politique. C'est important ce que je vous dis là. Donc, il a accepté qu'on modifie la constitution. Donc, le dauphin c'est qui? C'est Paul Biya. C'est un autre sujet, c'est un autre thème de débat pour savoir si Paul Biya, en assurant l'intérim, pouvait organiser les élections, se présenter, représenter et être présent. C'est un autre sujet. On reviendra sur ça un autre jour. Donc, vous comprenez qu'à partir du premier jour, ce gars n'a jamais été légitime. Il n'a jamais été le choix du peuple camerounais. On a modifié notre constitution pour détruire tout ce que nous avions mis sur pied pour faire venir un vulgaire fonctionnaire comme Milosevic qui est au pouvoir aujourd'hui là. Donc le voilà qui va prendre le Cameroun. Et je vais vous lire un petit paragraphe. Un an plus tard, au moment où Paul Biya déclare que Ahidjo a monté un complot contre lui, le juge le condamne par contumace. Il engage déjà avec son gouvernement une série de détournements de fonds. Vous pouvez enregistrer ce que je suis en train de dire. Hein? Il engage avec son gouvernement une série de détournements de fonds. C'est pour ça que quand il y a la tentative du coup d'État en 84, qu'est-ce que ces gens-là disent?
Il dit, allez sur Internet chercher à suivre le discours de ces gens. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que les militaires disent? Ils disent que ces gens sont en train de se comporter comme si savaient que demain ils ne seront plus là. Donc ils se remplissaient rapidement les poches comme si demain on devait venir les demander de dégager. Donc il fallait vite faire pour vider les caisses. Donc le régime de 82 n'est jamais venu comme un régime qui venait gouverner un pays. Dès qu'ils ont mis les pieds, ils ont commencé par vider les caisses, même si ça change demain, qu'ils aient vidé. Et voilà pourquoi, ici, le livre que j'ai devant vous là, c'est le dossier noir numéro 7, France-Cameroun, de la politique africaine de la France. France-Cameroun, croisement dangereux. À la page 14, qu'est-ce que le livre nous dit? Entre 1983, donc juste un an après que Paul Biya ait pris le pouvoir, entre 1983 et 1993, la BEAC, écoutez très bien, Banque des États de l'Afrique centrale, a dû, selon son gouverneur, dans le gouverneur de la BEAC, racheter à la Banque de France 546 milliards de francs CFA de biens camerounais, soit 10,9 milliards de francs français, et 477 milliards, soit 9,5 milliards de francs français, à son homologue ouest-africain, la BCAO. Les valises Elias de Bié sorties du Cameroun pour être changées contre des francs français fournis par la Banque de France ou des CFA ouest-africains fournis par la BCAO représentent, écoutez bien, un total de 20 milliards de francs français en 11 ans. Donc de 83 à 93, Paul Biya avait réussi à sortir du Cameroun 20 milliards. Les francs français et l'euro, il n'y a pas une très grande différence. Hein. Aujourd'hui, on parle. Vous pouvez faire les calculs. Paul Biya avait réussi à sortir de 83 à 93 déjà 20 milliards dans les valises. Et on nous dit que ce montant représente plus du double des sorties gabonaises ou congolaises. Et cela ne tient pas compte des circuits courts. Écoutez très bien. En dollars ou francs français entre décideurs économiques étrangers et décideurs politiques camerounais. Voilà l'homme que vous appelez patriarche. Voilà la façon dont il voulait diriger le Cameroun. D'après le think tank, écoutez très bien, c'est pas fini. D'après le think tank, qui est un journal, un journal américain, donc d'après le think tank américain Global Financial Integrity, dirigé par l'économiste Raymond Baker, le montant des flux financiers illicites depuis le Cameroun vers l'étranger, qui échappe, entre parenthèses, donc à toute taxation, s'élève en moyenne à 576 millions de dollars entre 2000 et 2003. Donc on a dépassé la période de 93, on est maintenant entre 2000 et 2003. On nous dit que le montant des flux financiers illicites depuis le Cameroun vers l'étranger et qui échappe à toute taxation s'élève en moyenne à 576 millions de dollars entre 2000 et 2003, en l'espace de 3 ans. Près des 2/3 des flux illicites qui quittent le Cameroun sont de fruits des techniques d'évasion fiscale des entreprises. Rien que sur le pétrole, je n'ai pas fini, rien que sur le pétrole, Fanny Pigot relève dans son ouvrage une étude de l'université d'Oxford selon laquelle le niveau estimé des recettes portées disparues n'a ainsi jamais été aussi élevé. On l'estime à 2,6 milliards de dollars pour la période 2002 à 2006.
Donc vous avez de 2000 à 2003, 576 millions de dollars qui sont partis dans les flux financiers illicites. Vous avez, dans la même période, entre 2000 et 2006, 2,6 milliards de dollars des recettes pétrolières portées disparues. Et quand on parle des recettes pétrolières, le Cameroun a un compte hors budget, hein, d'où on mettait supposément l'argent du pétrole. Et que ce n'est que le président de la République qui connaissait le montant. Mais on ne se pose même pas la question à savoir où est parti cet argent. Mais aujourd'hui, à l'heure où nous parlons là, la SNH, dont certains biaïs vont se vanter, a passé son temps à financer les sectes. La Rose Croix en premier lieu, par le biais de Raymond Bernard, qui est aussi l'un des associés de la fondation Chantal Biya. Pendant que je le dis, allez chercher ce que la fondation fait. Hein. Donc le patron de la Rose Croix, qui a installé la Rose Croix au Cameroun, Raymond Bernard, a aussi les liens avec la fondation Chantal Biya. Et il est financé, la Rose Croix et Raymond Bernard reçoivent des fonds de la SNH. Ces fonds sont élevés à des centaines de millions de dollars. En même temps, Milosevic finance la Grande Loge nationale française, la franc-maçonnerie en France, dont il fait partie. Donc, c'est ce genre de franc-maçon que vous venez sur mon direct, sur mon live appelé patriarche. Ok. Pour l'instant, je m'arrête à ce niveau-là. Je pense que je vous ai beaucoup effrayé. Je vois comment vous commencez à fuir. Merci. Milosevic, ils sont fuis. Mais le type là, hein, quand tu comprends vraiment les dossiers noirs sur le type là, c'est un démon. C'est quelqu'un qui n'a jamais aimé les Camerounais. Lui, il travaille que pour lui. Il travaille pour sa chaise, pour son fauteuil qu'on avait donné à étudier. Patriarche de quoi? C'est mieux que vous alliez dormir si vous avez peur, hein, parce que chez le colonel, on ne fait pas le Congo ça. Soit vous dites ce que votre tyran fait, soit vous dégagez de chez moi. Tout à l'heure, quand je jouais avec vous, vous pensiez que je suis quelqu'un qui caresse. C'est un monsieur. Le type là, quand tu veux comprendre les choses sur lui, tu ne peux pas aimer Paul Biya, je te manque pas. Si tu comprends les vrais dossiers noirs de Biya, tu ne peux pas l'aimer. Moi, je ne sais pas comment les gens font pour l'aimer. Quand quelqu'un me dit qu'il aime Paul Biya, est-ce qu'il dit que, gars, moi, je ne suis pas moi un hypocrite, il ne fait pas moi dans l'hypocrisie, il n'aime pas moi Paul Biya. Nous sommes me dit qu'on ne peut pas l'aimer. Quelqu'un que ces militants ont failli me tuer, les militaires m'ont tabassé, m'ont sorti, j'étais en cellule. Mais me priver de liberté pour rien. Oui. Ah non. Il peut pas moi l'aimer. Ouais, tu vas voir les gens qui vont venir le discuter que Paul Biya c'est le père de... Paul Biya c'est ton père. Paul Biya ses enfants là-bas, non? Un jour, Brenda Biya ou Franck Biya ou bien Junior Biya va taper quelqu'un. Parce que le temps à discuter leur père avec eux. Ils ont fui. Les dossiers nous ont fait, ils ont fui. Que... Bon, Colo, si la lecture est finie, moi je vais dormir. Je croyais que il va un peu récupérer, comme je me suis réveillé un peu tôt là. J'ai arrêté à ce niveau-là pour ne pas trop les effrayer. Parce que j'ai vu comment on effrayer sauter un à un. Chacun dit seulement que faut pas qu'on dise que j'étais là-haut. Faut pas qu'on m'enregistre seulement ma photo sur le live. On disait que j'étais là. Il ne faut pas qu'on m'enregistre sur le live là.
Mais quand il y a le Congo, ça, vous criez que je suis combattant, je suis combattant, je suis combattant. Ouais, c'est comme ça qu'il y a le Congo, ça, c'est comme ça. C'est net comme ça qu'ils sont. Dès qu'on peut sortir la vérité sur Biya, ils fuient. Ils ont peur qu'on va dire que non, on avait enregistré le live à tel endroit, tu étais en train de parler, on va t'arrêter, on t'attend au pays. Le combat, c'est tirer dans tous les sens, dire la vérité. Que chaque Camerounais connaisse l'histoire de son pays, connaisse ce qu'on nous a fait et ce qu'on nous fait depuis des années. En passant, pour ceux qui s'étonnent pourquoi je l'appelle Milosevic, allez suivre l'histoire de la Bosnie. Vous allez savoir qui était Milosevic, ce qu'il avait fait à son peuple. Donc, comme au Cameroun, on nous appelait nous Bamileke Bosniaques là. Pendant que vous nous appeliez Bosniaques, dans le dossier noir numéro 16, je vous donne le nombre. Dans le dossier noir numéro 16, votre tyran est qualifié de Milosevic africain. Donc, ce nom-là ne sort pas c'est pas comme si j'ai inventé ça. C'est un nom que j'ai lu dans un livre. Donc, c'est pas moi qui lui donne ce nom-là. Ce nom-là que des gens lui ont donné ce nom depuis longtemps. Il s'appelle le Milosevic africain. Je ne savais pas que tu t'es rescapé du commandement opérationnel, du PECOPS. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire. Moi, je connais aussi un grand frère comme ça qui a été un rescapé, le grand frère d'un de mes amis qui était un rescapé du commandement opérationnel. Il nous a raconté ce que les Mpaïleuses l'avaient fait. Le Cameroun, là, je vois le Cameroun qui veut toujours faire comme si il voit le bien comme un dieu, là. Moi, je dis seulement que c'est parce que ça ne va pas encore toucher quelqu'un de leur famille. Quand ça va toucher quelqu'un quand Paul Biya va... Moi, je dis seulement que les gens qui disent que Paul Biya dirige bien le pays, là, moi, je souhaite seulement qu'un jour, quelqu'un de leur famille tombe dans les griffes de Biya. Il le broie, il le mange bien. Ils vont comprendre comment ça fait. Ils vont comprendre que la dictature, je dis ça chaque jour, que la dictature n'a pas d'amis. Les gens qui croient que la dictature a d'amis, il n'y a aucune dictature au monde qui a d'amis. Moi, je n'ai plus peur de rien, mon ami. Moi, c'est que Biya va mourir un jour. Il va mourir un jour, on va changer le pays, on va reformer le pays et chacun va rentrer au pays. Donc, vos choses que vous passez le temps à dire qu'on vous attend ici au pays, on vous attend ici au pays là. On va rentrer, comme vous attendez là, on va venir un jour. Le PECOPS. Ouais. Petit frère, il n'y a pas de moyen sec. Je t'avais écrit, il y avait laissé un commentaire sur une de tes publications un jour, je t'avais dit, c'est maintenant que ton combat commence. Faut être fort mentalement, faut continuer. Si tu as décidé que c'est ça que tu vas faire, fais-le avec tout ce que tu as. Parce que si tu fais à moitié, c'est là où ça va te rattraper. Et tu n'écoutes pas ce que les gens disent. C'est ça. Si tu as vu, est-ce que moi, je m'en fous de maintenant, mon frère. Moi, je fais mes lives. Si quelqu'un voit qu'il se sent bien dans mon live et qu'il voit qu'il est au Cameroun, s'il veut venir, il vient. Même les bâtis là que tu vois là, est-ce que moi, les chasse dans mes lives? Quand ils viennent, ils les acceptent. Ils viennent. Les gens, même si tu es de quel parti, tu viens et tu te laisses seulement là, tu viens dire ce que tu as dit là-bas. Mais si tu parviens pas à convaincre les gens, c'est ton problème. C'est le peuple qui est dans le live qui va te répondre. Ce n'est pas moi. Parce que la preuve en est, pour savoir que les Camerounais souffrent vrai, c'est quand tu lances un live. Regarde même dans les lives politiques, tu regardes ceux qui sont contre le système et ceux qui sont avec le système. Tu vas voir le nombre de personnes qui est dans les lives de ceux qui sont contre le système. Ils sont combien? Tu passes avec ceux qui sont avec le système, mais tu vas les voir, ils sont parfois à peine 50. Donc tu comprends que dans les 50 là, il y a même ceux qui sont contre le système. Tu comprends que
une bonne partie du peuple comprend que non, il souffre vrai. Il souffre vrai. Qu'on a été pris en otage par un monsieur pendant 42 ans, qui croit que c'est lui qui peut décider de la vie de 32 millions de Camerounais. Certains gens l'adulent comme un dieu, le voient comme un roi. Je vais te raconter une petite histoire. Hein. J'ai déjà raconté ça seulement mes deux trois préférés abonnés que j'ai ici. Tu vois, la vidéo que Longa a publiée, ça a fait beaucoup de bruit là. Ouais. Si seulement j'avais la vidéo de ma torture, c'est que tu vas penser que Longa là, on l'a vraiment chatouillé. Je vais te raconter une petite histoire pour que tu comprennes. Un jour, bonjour. Je ne sais pas si tu connais Douala. Je connais très bien Douala. J'ai fait 5 ans de ma vie à Douala. Ok, tu connais Koulouloun. J'ai vendu les chaussures en Kouloulou en face de la Total Kouloulou, non? Ok, voilà, Total Kouloulou là. Ok, si tu vendais à Total Kouloulou, c'est mon quartier, mais devant là. En Gonsoir? Non, avant d'arriver au commissariat 6e. Il y avait le 6e. Je vois le commissariat derrière avec Kassa la femme. Oui, non, le commissariat 6e, non, devant l'hôtel, comment on appelle ça, Arista. Oui, derrière la route qui part au gazon là, non? Oui, la route qui part au gazon, exactement. Voilà. Avant d'arriver là-bas, il y avait une salle de cinéma à côté, là on appelle ça ABC. Oui. Donc, pour les gens les gens des années 90, peut-être même jusqu'à, non, pas 2000, 90, ABC fonctionnait encore. Donc ABC là, c'était devenu le terre, on appelait l'endroit là le terre. Le terre c'était quoi? C'était un endroit où il y avait un marché de nuit là-bas. Tu vois? Les gens venaient, donc les gars qui ont choisi les articles dans la journée, non, ou les gars qui sont gamés et qui veulent vendre leur way et tout ça, ils se retrouvaient au terre. Le marché noir, quoi, le marché noir. Le marché noir, voilà, c'est comme ça qu'on appelait ça. Bon, en tout cas, nous, on appelait le terre et tout ça. Donc, les gars se retrouvaient là-bas, ils vendaient les articles. Or, il paraît que, je ne sais pas c'était pour quel mouvement, ou qu'il y avait eu un braquage quelque part, ou il y avait eu un truc de règlement de compte, je ne peux pas savoir trop. Mais un jour, on était au quartier, non, à Central Bar, là, dans les commentaires, que des doués que comme ça, on n'a rien à faire, on discute, on met le côté. J'ai mis le côté avec un gars que non, la distance entre Douala Bafoussam est plus grande que la distance entre Douala et Yaoundé. Donc, dans des faux débats comme ça, on a mis le côté. Et je te raconte tout ça quand c'est un peu long, mais tu vas comprendre. Non, je veux comprendre. Hey. Le Katika Choualédo maintenant, il dit que, on va aller en Kouloulou là, regarder sur les bus qui font le transport de nuit, non? On arrive, on voit un bus qui est garé exactement vers ABC là, on part là-bas pour regarder. On regarde bien, hein? On voit bien la distance. Maintenant, on est en train de rentrer. Après, peut-être on a déjà fait, on est déjà au niveau de Texacon Kouloulou là. On entend les coups de sifflet, on voit les gens courir partout. Donc, on regarde, on se tourne, on ne sait pas ce qui se passe. Mais on voit les gens courir, donc nous aussi on décide de courir, mon frère, on tombe sur un obstacle, boum. Les policiers avancent, tout le secteur. C'est comme ça qu'on nous choisit. On nous met dans leur faux bus là qui n'avait même pas de portière, sans payer. Boum, on va nous jeter en 6e, au 6e. Donc, comme ils ont gardé le bus, on sort là, ils nous bottent les tibias, ils nous bottent. Avant que je n'entre, on a moins cassé une partie de ton corps. Ah. Regarde, tout ça comme ça, nous on est là, on ne nous même pas ce qui se passait. Ouais. On nous a versé dans le commissariat 6e là, au couloir. Il y a un petit couloir, mon frère, c'est peut-être 1 mètre sur 3. On est au nombre de 68 là-bas. Car, dans le genre que tu te mets debout sur un pied penché. Ouais. Le matin, là où le commissaire venait prendre, quand il venait relever l'autre, il fallait maintenant faire sortir les gens petit à petit. 3 personnes avaient perdu leur vie.
3 personnes étaient mortes asphyxiées. Voilà un pays où on parle des droits de l'homme. Donc, vous êtes peut-être à la recherche de, je sais pas, d'un bandit ou je ne sais pas trop quoi, puisque jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais su ce qui s'est passé. Mais vous arrêtez les gens dans un marché. Puisqu'un couloulou que tu vois là, ce sont les mamans qui vendent les bobolos, pistachios. Ce sont les gens qui vendent les livres. Il y a les cordonniers, il y a les vendeurs d'arachides, les vendeurs de tomates. Il y a tout là-bas. Ils ont tout mélangé. Tout. C'est comme ça que 3 gars étaient Yadai. On vient, on retire une partie des gars, on part verser au 2e arrondissement là-bas. On est resté un à un, les gens, on libérait les gens. Le 5e jour, on lit mon nom, je veux pour Comotte, où c'était quelle ma chance. Le premier adjoint qui était là dit que non, lui, là, il ne faut pas qu'il parte, gardez-le. Mais le principal lui demande que, mais il y a une raison, chef, il dit que non, regarde là, il a la tête d'un bandit. Ah, ça y est. Donc, comme ça, là, c'est le monde. Donc, on te regarde, on dit que tu as la tête d'un bandit. Ouais. C'est comme ça qu'on me renvoie en cellule. Moi, je comprends que maintenant, là, ici, là, ça veut dire que ce n'est plus une histoire de rafle, donc ça se complique. Ouais. Le 6e jour, ma mère est venue avec la chope. C'était le macaron malassé. Elle vient me donner la chope. Même pas ma mère, ma grand-mère. En tout cas. Je suis à la chope, là. On était plus au courant, on était dans la cellule. Un Niéman vient, il choisit ma chope, il dit qu'il va choper ça avant moi, que normalement c'est le règlement. Dans les nerfs de tous les way là, j'ai porté ça, j'ai versé sur sa tête. On a commencé à cham. Je l'ai dormi dans la cellule, mon frère, avec une rage, je ne peux pas imaginer. C'est comme ça que les policiers sont venus nous choisir. On m'a pris au couloir, on m'a taillé comme si j'étais la chèvre, mon frère, comme qu'on devait briser. Il versait l'eau sur moi, il me fouettait avec la machette. Ils m'ont fouetté avec la machette jusqu'à ce que donc, mes pieds étaient morts. À un moment, tu sais, comme si tu ne sens plus rien. Oui. Donc, c'est comme si ça touche même les nerfs. Après, on nous a remis en cellule. Le 7e jour est passé. Ma grand-mère négociait. Après, je ne sais pas comment ils ont négocié là-bas. On m'appelle, on me dit de signer pour sortir. Je veux sortir, on me dit que non, il faut que je paye l'impôt. À l'époque, on payait encore l'impôt. Je ne sais pas si vous savez ça. Ma grand-mère est venue donner 3150. L'impôt, c'était 3150. On a baillé sur commode. On commence comme ça, gars, que les mêmes gens nous. Donc, on reste même au Quata. Ils viennent maintenant nous sissiaco ou non. Il faut qu'on boulot avec eux. Qu'on doit les aider à identifier les gars. Mais c'est encore quelle histoire ça. Donc, vous finissez de nous torturer pour rien. Maintenant, vous voulez nous imposer qu'on doit travailler avec vous obligatoirement. Donc, tu me dis, comment dans un pays, on met d'abord la vie du citoyen en danger après l'avoir torturé. Ça, c'est le Cameroun. Hein. Peut-être vous pensez que c'est un film que je raconte, c'est une histoire vraie. Non, mais quand tu parles, moi je connais, non, en fait, ces gens font aux gens. Tout ça, la période là est passée, gars, que, ok, on a avalé ça. L'an 2000, commandement opérationnel, je suis à la Cité de la Paix. Malheureusement, je suis dans le même quartier avec les Billy Joe, les Massadier, les gens d'Ani, tous ces gars-là. Tu sais pas si tu as connu Billy Joe, il était boxeur camerounais. Il était aux Jeux Olympiques comme ça. Ouais. Oui. À l'époque, on s'entraînait ensemble dans le même club et tout ça. Mais c'était quand même le gars qu'on respectait, non? Il était champion du Cameroun en boxe. Ouais. Donc, pendant le commandement opérationnel, apparemment, Billy Joe est vraiment recherché. Mais c'est comme si les gars ils connaissent que Billy Joe est musclé, mais ils ne connaissent pas à quoi il ressemble, ou ils ne connaissent pas vraiment. Ils ont installé leur camp là-bas au stade de Kamaraïra. Ouais, c'est comme le stade Kamaraïra même. Voilà. C'est quoi la Cité de la Paix, non? Gars, voilà. Donc,
Gars, le premier jour que ça s'est passé, je ne savais pas. Heureusement, la matin chez qui je louais, elle a eu le flair. Parce qu'elle a vu des militaires descendre flop. Elle est venue fermer ma porte avec les clés par dehors. Ouais. Donc quand on est venu là, que ma chère, on ramassait les gens, on est venu, on dit que mais ici là, elle dit que non, il y a le gars qui vivait là était parti au village. Je suis resté dans la maison là, Gignac. Pendant peut-être 4 heures de temps. Donc tout est passé dans ma tête. Gars, parce que j'étais beaucoup musclé à l'époque. Et si on me prenait, on pouvait me confondre à Billy. D'ailleurs, on devait dire que oui, on le connaît, il travaille, il marchait souvent avec Billy. Exactement. Merde. Et dit que si seulement la tout m'arrêtait, que je toussais un peu comme ça, gars, les gars là tiraient seulement sur la maison, même sans chercher à entrer à l'intérieur. Donc ils sont restés comme ça, donc de 5 h le matin, peut-être jusqu'à 11 h, quand ils sont partis. C'est là où je suis sorti, j'ai quitté le quartier. Comme je suis parti là. C'était le gogo, mon frère. C'était le gogo. C'était le gogo. Il dit que mais après tout ce qu'ils avaient suivi là, je viens encore subir ça là, et je suis dans le pays, je dis que c'est mon pays. Mon frère. Les gens qui soutiennent le Cameroun là, vous avez le cœur. Non. Vous avez le cœur, moi, ça. Soutenir bien est dur. C'est dur. Ouais, le cœur. Les trucs que tu vois, on a fait aux anglophones en 2016 là. Gars, depuis comment je vais dire, peut-être depuis les choses de 1989, on nous faisait déjà ça. Hein. Que tu te lèves comme ça le matin, il y a les militaires déversés dans votre quartier, je ne sais pas pourquoi ils sont là. Ils viennent toujours quand il n'y a plus. Tu sors de la maison comme ça, on te dit seulement qu'assois-toi dans la boue. C'est comme ça qu'on nous torturait. Tu t'assois là comme ça, le militaire, il est fâché, il vient, il te botte pour rien, comme ça, il n'est pas content, il te botte pour rien. Comme ça, ils appelaient ça rafle. Tu ne sais même pas ce qui se passe. Après un mois, quand ils sont contents, ils vous laissent. On a passé le temps à subir cette répression-là. Donc, quand 90 arrive comme ça avec le multipartisme, tout ce que les Camerounais ont envie de faire, c'est de chasser le tyran pour bien. Tu sais, le gars, et tu sais ce que donc, je remonte avec notre compte. Quand moi je reste, je pense, je sais pas. Moi ce qui je te mens pas. Hein. Ces gens, j'ai été victime au moins c'est pas 3 fois. Et je n'étais pas seul dans ce que ces gens ont fait aux gens. Tu vois des gens, ils ont arrêté déjà leurs bandits. Mais parce qu'ils ont besoin d'argent, ils reviennent dans un carrefour. Ils reviennent dans un carrefour où vous êtes en train de rentrer du marché. Les gars vous raflent, ils vous amènent en cellule. Puis ils ont arrêté, mais le bandit, il est en cellule. Ils disent que c'est vous qui sont en train de chercher le bandit. On vous tabasse. Ils vous tapent des cheveux aux habits sur vous. Tu dis que, mais qu'est-ce qu'on a même pu? Parfois, je te pose la question, mais qu'est-ce qu'on a même fait à ces gens? On vous doit quoi? Ouais, je disais, c'est encore bon, je disais vraiment, les histoires du pays là, c'est vraiment un genre. Tout est bizarre au pays. Comme je vous entends, hier, il a fallu perdre mon petit comme ça là. Je dis au pays, il est bien fait que lui-même, c'est un gros fautif parce que tous sont inconscients dans le pays là. Tout ça parce qu'à manque de route, en évitant les nids de poules, tu peux fracasser la voiture de quelqu'un. Oui, c'est ça la réalité du pays. Quand tu arrives, tu es même blessé, tu peux au commissariat, on ne t'emmène même pas à l'hôpital, hein? Tu pars là-bas en cellule. Non, le pays, non. Le pays là, c'est la dimension du désordre. Et le plus gênant dans tout ça, c'est que tu arrives dans un commissariat, comme on parlait, certains imbéciles vont venir dire ici que chacun doit maintenant gérer son côté du pays. C'est même une bonne chose. Tu arrives dans certains commissariats, tu te sens étranger dans ton propre pays. Oh, tu n'es même pas, c'est même pas comme si tu étais minoritaire. Tu ne fais pas partie des minorités du pays. Mais tu te sens étranger. Si tu arrives dans les édifices, tu ne te ressens pas en tant que Camerounais. Tu ne bois pas
vraiment que tu es Camerounais. Parce que là, tu ne ressembles, tu cherches même celui qui peut écouter même ce que tu dis un mois là, tu ne trouves pas. Et c'est ça le plus gênant dans tout ça. C'est ça le plus gênant. Tu vois un petit vaurien qui est au quartier comme ça, dis-toi, assis-toi ici. Je ne sais pas si vous avez suivi les dernières vidéos de Mbappé là qui a eu des problèmes avec la Mara Fouda. Écoutez les noms qui citent quand il veut citer les responsables de la main. Écoutez, rien que les mêmes noms. Et quand on va venir se plaindre, certains imbéciles vont dire non, il ne faut pas se frustrer. Vous aimez trop la victimisation. Vous aimez trop la victimisation. Et pourtant on dit des choses qui sont réelles. Un pays ne peut pas fonctionner comme ça. Hein? Une minorité ne peut pas dominer la majorité dans un pays. S'il faut nous équilibrer, parce que c'est ça qui gêne dans toi. Hein? Si tu arrives à un poste comme ça là, s'il y avait vraiment l'équilibre là, c'est-à-dire que la torture ne devait pas se faire de la même façon. D'autres en pratiquant même la torture, s'en foutent. Et le font avec de la haine. Et c'est ça qui dérange. Ils ne le font pas parce qu'ils font comme ça pour les criminels à la base. Mais ils le font avec de la haine. Et c'est ça qui gêne dans tout ça. C'est ça qui gêne. Et on ne peut plus supporter ça dans ce pays-là. Soit ça risque rame. Soit ça risque rame. Parce que quand les petits là voient que le rame arrive, ils commencent à dire que chacun va gérer son état. Non. On va d'abord gérer le pays 62 ans. Oui, notre communauté doit gérer le pays 62 ans avant de voir si on va entrer au fédéralisme. Tout en sachant que le fédéralisme, ça ne fait pas peur à ceux qui travaillent. Car vous tous, vous êtes en Europe là-bas. Vous savez que la richesse d'un pays, c'est la matière grise. Ce n'est pas le sous-sol. Tout ça, c'est des bêtises. Toutes ces histoires qu'on appelle cacao là. Toutes ces histoires qu'on appelle cacao, on appelle coton, on appelle tout ça, c'est des conneries. Hein? On a des jeunes qui ont inventé des couvreuses là. Il suffit de financer le projet des gars qui inventent les choses comme ça là. Ça va apporter une plus-value énorme pour le pays. Aux inventeurs, au lieu de passer le temps à courir derrière les cacao, qui ne nous sert à rien. C'est ce que je voulais parler. C'est ça qui me gêne en fait dans ce pays. C'est ça qui me dérange. On va te parler des chambres de commerce. Et pourtant, nous sommes, ces mêmes gens sont à l'étranger, ils savent qu'à l'étranger, la chambre de commerce, on ne détient pas ces conneries-là, mais on a la même mise. Et normalement, je dis toujours à certains de mes amis burkinabés, on dit impossible n'est pas camerounais, certes, c'est pour faire plaisir aux autres, mais en réalité, ce n'est pas ça. S'il faut dissocier les Camerounais, c'est qu'on ne va pas dire impossible n'est pas camerounais. C'est que les Libanais devaient aussi fouetter les Camerounais au pays, comme on fait un peu dans tous les autres pays en Afrique. Mais ils sont là, mais ils n'ont pas même mis de considération qu'on est les autres pays. Parce qu'ils ont la chance d'avoir les Camerounais qui se démarquent, mais ça les fait plutôt du mal. Et ça les crée de la jalousie et de la haine. Et c'est vraiment désolant. Il y a certains petits, quand je dis petit, c'est même un aîné. Tu travailles pour quelqu'un, mais quand on veut parler, tu parles encore plus fort. Et pourtant, tu es son employé. Vous n'êtes même pas au pays, mais tu es son employé. Tu parles encore plus fort que nous, le pouvoir, et pourtant, tu ne... je ne comprends pas les gens, en fait. La nature nous a mélangé vraiment dans le pays, là, c'est bizarre. Je tiens à dire une chose. Moi, j'aimerais vraiment qu'on entre dans un fédéralisme, soit 10 États, soit par composante sociologique. Je suis sûr, parce que les gens voient seulement que les gens descendent dans les capitales du pays. Mais ils oublient que si les régions se développent à la norme, même les aéroports de Douala et Yaoundé, tout ça, ça va être des pistes. Les gens ne viendront même plus là-bas. Les gens vont atterrir ailleurs. Et la maison de quelqu'un n'est pas petite. C'est pas parce que vous êtes nombreux, comment même si vous avez une petite superficie, vous pouvez vous développer et faire quelque chose de bien. D'ailleurs, il y a des pays trop petits, mais puissants. C'est ce que je voulais dire. Parce que des tortures reviennent de temps en temps et c'est comme ça qu'on passe de temps à torturer les gens au pays. Ce n'est pas une bonne chose. Et les gens qui viennent accepter ça ici, en se disant que plus protéger le pouvoir du feu du village, mais c'est de la bêtise. C'est de la bêtise. Quand tu esquives la route là, la voiture peut prendre tout le monde. La personne la voiture que mon petit a bougé parce que sa voiture s'est bougée carrément. Mais c'est quelqu'un qui devait Kiram, ou lui-même devait aussi Daï. Ils ne sont pas du même village. Ça, c'est un gars du centre. Il devait Kiram le boy, lui-même aussi devait peut-être Daï. Tout ça parce qu'il faut esquiver les routes.
Il y a l'argent pour ça, il n'arrange pas les routes. Mais tu n'as pas le droit de te plaindre. Hein? Tu n'as pas le droit de te plaindre. Et c'est qui me demande les sorciers qui ne veulent pas qu'on se plaigne de vivre pour pays. Parce que pour montrer le bon exemple, quand tu te sens bien chez toi, oui, quand tu te sens bien chez toi, tu restes dans ton pays. Tu travailles dans ton pays. Ou bien, quand tu sors du pays, tu sors en tant que multinational. C'est-à-dire, tu viens avec des gros capitaux, tu investis, tu ne fais pas les sales boulots. On a fini avec le nom des Camerounais dehors là. Il n'est pas envie de parler des choses bizarres. Tu vas les entendre, ils vont te dire, je passais sur un live, tu entends te dire que oui, la Fémania c'est eux, les chimistes c'est eux. Mais quand vous partez en Bakelé, vous formez les gars qui ont fait la série C, ils sont en Bakelé là, ils sont en master, avec les diplômes là-bas en chimie, ils ont les diplômes en physique là-bas. Vous ne leur donnez pas le travail. Et vous savez que ces gars-là, la majorité sont d'une telle région. Vous ne leur donnez pas le travail. Ils se placent derrière les maisons, ils composent n'importe quoi, ils vous vendent. Vous mourrez, ils doivent vivre, non? Qui doit s'en occuper de ça? C'est le gouvernement. C'est le gouvernement, c'est le rôle de notre État de s'occuper de ça. On ne doit pas former des gens pour les laisser en chômage. Vous ne pouvez pas former un militaire. Après, le militaire, il est bien formé, bien entraîné. Vous le voyez au quartier. Mais au quartier, s'il ne travaille pas, il va commencer à voler avec les trucs qu'il a appris à faire. C'est la même chose avec les chimistes. Le problème, c'est qu'ils ne voient pas le mal à la racine. Ils ne voient pas le mal à la racine. Le faux, c'est pourquoi? Parce que le pays dit que les gens font le faux. Je suis convaincu. Il fut un temps, dans certains pays ici en Afrique, tu pouvais te balader partout dans la ville. Même si tu as l'iPhone, même si c'est 1000, on ne va pas t'agresser. Mais au fur et à mesure que le pays devient dur, les enfants commencent à agresser. Ce n'est pas pour dire que l'agression est bien, mais c'est parce que vous savez que si le pays se portait bien, l'agression diminue seule. On n'a pas besoin de dire. La mafia diminue seule. L'escroquerie diminue seule. Pourquoi tu vas escroquer si tu sais que tu t'en sors? Et non seulement, ils nous ont rempli le pays avec la prostitution. Quand ils parlent, ils ne parlent jamais de se voler, les gigolistes. Ils ne parlent jamais de se voler, qui est aussi un côté où on affiche les Camerounais. On peut aussi faire comme les autres. Dire que oui, on connaît où viennent ces gens. Non, on ne peut pas le faire. Parce que ça ne nous apporte rien. En tout cas, c'est ce que je voulais dire. Et par rapport, parce que tu n'es pas le seul qu'on a culturé, j'écoute beaucoup de gens, les Black Nations, et la façon que quelqu'un te dit qu'on tirait ses orteils, tout ça, ça fait mal. Il faut qu'on se dise la vérité, ça fait mal. Imagine-toi que tu as mes orteils là, on tire ça avec la tête, si c'est la ténèbre, c'est la peine, c'est mon Seigneur. On me tire les orteils aux pieds. C'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Même qu'un petit bouton, la façon que tu tires, ça fait mal. Imagine-toi quelque chose qui est collé avec ta chair. On tire ça. Et vous voulez qu'on applaudisse ce système-là. Ce système. Et je ne sais pas si tu as le temps parce que j'aime bien t'écouter parler. Hein. Il faut que tu fasses un live au pays. Parce qu'il faut que tu fasses un live au pays pour dire à certains imbéciles, quand ils parlaient de produits, ce qu'apportent les régions, ce que chaque région apporte dans le panier au Cameroun, il faut que ces gens-là sachent que même dans leur région, ce n'est pas eux qui font la force de leur région. Même si certains le savent et ils ne veulent pas le reconnaître, il faut qu'ils le savent. C'est ce qu'on appelle un pays. Parce que dans les autres pays même, les natifs du pays n'arrivent pas à le faire. C'est les gens qui viennent d'ailleurs qui le font. Donc ils ont cette chance-là dans le pays et ils veulent cracher sur ça. C'est vrai. Ouais, non, c'est là où tu as chuté là, c'est vrai, c'est propre. C'est propre. Quand tu vois là, quand on parlait de la Côte d'Ivoire comme pays producteur de cacao, je sais pas, premier ou deuxième producteur mondial et consort, c'était pas les Ivoiriens qui produisaient ce cacao là, c'était les Burkinabés. Et on ne va même parler loin, non. On va parler loin. En dehors même de ça, à côté de chez nous, dans certains pays voisins, qui n'ont pas eu cette culture de travail au départ, c'est les étrangers qui font la force de l'économie là-bas. Et même si ça ne déplaise à certains natifs du coin, c'est ça la réalité. Dans d'autres pays, on a la chance d'avoir des peuples. Parce que
on va tout dire, nous sommes tous des Camerounais, ou vous allez aller en Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens. Mais dans chaque pays, il y a des peuples qui se distinguent que d'autres. C'est un fait. Peut-être parce que la nature a gâté d'autres, et d'autres pour compenser travaillent plus que d'autres. C'est une réalité. Et le nier, c'est d'être malhonnête. Quand je parle dans certains pays de la sous-région, je vois des boulangeries, des petites boulangeries tenues par les Libanais, tout ça là. Je me marre parce que je sais que chez moi au Cameroun, ce n'est pas du tout le cas. Hein? Et je me suis dit que si on n'était pas au pays, c'est comme ça que les autres devaient aussi subir. On a vu des gens qui disent que bêta, on donne tout aux Chinois, pour le donner à leurs frères. Et quand ça rame, ils viennent encore pleurer. Et quand ça rame, ils viennent pleurer. Moi, avant d'être sur TikTok, je suis sur Facebook depuis. Tous ces petits aînés là qui viennent sur TikTok actuellement, ils étaient d'abord sur Facebook. Mais sauf que là-bas, ils avaient l'occasion de parler seul à seul. Et ça plaît beaucoup d'entre eux. Je dis, tu embauches quelqu'un, il travaille chez toi. Il travaille chez toi ou dans tes entreprises. Mais quand il prend son téléphone, tu penses que c'est quelqu'un, il vient, il ose te critiquer. Et pourtant, il oublie même que il vit grâce à toi. Il vit grâce à toi. Et vous n'êtes même plus dans le pays. On peut encore dire qu'au pays, il faut équilibrer. Mais vous n'êtes même plus dans le pays. Il n'a pas d'obligation à te prendre dans son entreprise. Il n'a pas d'obligation à le faire. Mais il le fait quand même. Et ils sont nombreux. Hein? Ils sont très nombreux comme ça là. Et je dis toujours, je remercie Dieu. Parce que moi, qui vous parle là, je remercie Dieu d'être né où je suis né. Parce que quand je regarde vraiment la façon dont on se comporte, la façon dont on se distingue de par le monde entier, ce n'est qu'une fierté pour moi d'appartenir à cette grande communauté-là. Ce n'est qu'une fierté. Parce que je suis dit que soit les femmes que les hommes, il y a un distinguo. Ça se ressent. Les gars ne jouent pas. Et pour toute chose à faire, certains viendront te dire, oui, c'est les gens qui sont dans la loge. Mais on n'aime pas dans la loge. Il faut suivre le témoignage de l'ami de Bidjan. On n'aime pas dans la loge dans quelle région au pays. Est-ce que si tu es un fainéant, tu es dans la loge, tu vas avoir l'argent? Je ne crois pas. La loge, ce n'est pas pour les fainéants. En fait, le pays va ainsi. Les gens prennent la haine au pays, ils prennent la haine en pensant garder un pouvoir. Et les gens, ils ont même quitté de leur haine. Ils ont fini de prôner la haine. Maintenant, ils partent maintenant dans la zone anglophone. Ils essaient de faire le distinguo entre les anglophones. Entre les anglophones. Ils font le distinguo. Ces gens-là, les autres, c'est des savoirs. Les autres, là, c'est Bamleke. Et comme Peter m'a fait une sonnerie sa bouche, je ne sais pas si ça avait glissé. Il a raconté des têtes bêtises. Ils essaient même de faire le distinguo entre les anglophones. Et beaucoup ne maîtrisent même pas le pays. Si beaucoup connaissaient le pays, devaient comprendre. Ça, c'est un plan machiavélique qui a été bien ficelé depuis. Trompe-toi, ce n'est pas un hasard. Les distinguos qu'ils font là, je me suis dit, beaucoup ne connaissent même pas l'histoire de leur pays. S'ils connaissaient bien le pays, ils devaient savoir que le Cameroun qu'on voit là, l'ouest du pays est petit, certes, mais les ressortissants de l'ouest en général, non seulement ne sont pas petits, et leurs groupes ennemis n'ont pas une petite superficie. On nous a toujours fait croire ça. Beaucoup de gens ne savent pas qu'une partie du sud-ouest est dégraissée. Et c'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Dans le Liban, là-bas, chez les films à chaper à son âme. Tous ces gars-là, c'est les Tchats. Du sud-ouest. Ils le savent, mais ils ne veulent pas le dire. Ils ne veulent pas dire la vérité. Ils ne veulent pas dire que d'un côté du littoral, on retrouve les ressortissants de l'ouest, tout comme d'un côté de l'ouest, on retrouve les ressortissants du littoral qui sont nombreux. Ils ne vont jamais le dire. Ils ne le diront jamais. Ce n'est pas leurs intérêts. Non, ça même, je ne vois pas trop l'importance de ça à propos du verre. Non, mais c'est important de le savoir. Parce que l'autre fois, tu veux nous cantonner. Non, je ne suis pas de ceux qui revendiquent les territoires ou qui revendiquent
la superficie. Moi, je suis pas dans, je suis pas dans cette logique-là. S'il faut faire un fédéralisme par composante sociologique, on est bien obligé de revendiquer notre territoire, comme le propose peut-être le fédéralisme communautaire. Non, je vais jamais participer à ça. Je vais jamais participer à ça. Si ça vous arrange, ça vous arrange, mais moi, je suis pas dans ça. Cette histoire de composants sociologiques, composants sociaux. De toute façon, le pays se porte mal. Que tu participes à ça ou pas, il faut bien trouver une solution. Et moi, l'une de mes solutions, que moi je trouve, pour un peu diminuer la haine et faire taire les gens, c'est qu'il faut doter les régions de presque la même capacité. Moi, je suis où je suis là. Il y en a qui partent au pays le week-end, qui partent au pays vendredi et rentrent dimanche. Et vont se rendre peut-être dans leur domicile, soit au l'ouest du pays, soit au nord du pays. Est-ce que tu as déjà lu... Vous pensez que s'il y avait des aéroports dignes de ce nom, tu as déjà lu... S'il y avait des aéroports dignes de... Je t'envoie lire la convention de 1937 sur le recrutement. Non. En allant faire les recherches sur la convention de 1937 sur le recrutement, tu vas comprendre qu'il y a eu le déplacement de la région appelée Bamileke en 1932. Donc en 1932, ce qui s'est passé, c'est que les Français qui avaient besoin de la main d'œuvre pour les plantations un peu partout, que ce soit dans le littoral, le sud, etc. Étant donné que ces populations n'étaient pas nombreuses, ils étaient allés à l'encontre de la convention de 1900, en tout cas, ils avaient violé une loi, la loi du 4 avril sur l'interdiction formelle du travail forcé. Donc, et ils avaient par là transporté, déplacé les Bamileke pour les amener dans les autres endroits où ils devaient travailler. Donc, c'était comme une forme d'esclavage toujours dans le Cameroun. Si tu ne le savais pas, bon, peut-être tu ne savais jamais, je te dis. Donc, ça fait que il y a beaucoup de je ne sais pas pourquoi TikTok m'envoie ces histoires-là. Un instant. Donc, je disais que ce déplacement de 1932 fait qu'aujourd'hui au Cameroun, plus d'un siècle plus tard, il y a des familles qui se disent non Bamileke, pourtant elles sont Bamileke. Du simple fait que ça fait longtemps les avait déplacés. Ils sont allés là-bas, ils se sont mélangés, ils ont vécu là-bas, ils ont fait les enfants avec les gens de là-bas, ils sont devenus, en tout cas, donc on ne peut pas dire avec certitude que telle personne est vraiment d'ici. On l'a pas déplacé d'un coin à l'autre. Parce qu'à cette époque-là, les Français trimballaient les gens n'importe comment, et surtout les gens de la région de Grassfield. Ils les avaient transportés en nombre. Tu comprends? Il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de trucs qui entrent en jeu si vous voulez aller dans ce sens-là. Parce que si tu regardes même par exemple la société Bassa, est-ce que vous savez que les villages Bassa vont même jusqu'à Bafang dans le Haut-Camp, par exemple? Donc, on peut pas se mettre à faire des choses à aller sur les sujets qu'on ne maîtrise pas bien. Juste parce que les gens se sont mis sur les réseaux sociaux, ils vous ont parlé de chambres de commerce ou bien de forestiers, de quoi, je sais pas quoi. Non, n'entrez pas dans ce jeu-là. Il faut pas entrer dans ça.